En entrepreneuriat, tu risques pas ta vie. Là, maintenant, tout de suite, je vois un fossé sur la droite. Je sais pas, peut-être que je risque ma vie un peu. LinkedIn, moi, c'est à peu près 1 million de vues par mois. Publier tous les jours pendant 30 jours, tu peux pas être perfectionniste. T'as pas le temps. J'ai commencé ma boîte, je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, on reçoit Nina Ramen. On va parler solopreneur et copywriting. Alors Nina, on y est. On a réussi à savoir sur cette émission. Alors, on fait beaucoup le parallèle, nous, avec le sport. Et pour moi, l'entrepreneuriat, en tout cas l'entrepreneur, c'est une personne un peu qui bouge les préétablis, qui change des paradigmes. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu as changé de paradigme sur LinkedIn avec le crew, avec la communauté Ramène ta fraise? Ouais. Alors avant ça, moi je propose qu'on raconte un peu à nos auditeurs que je ne sais pas très bien faire de vélo et que du coup là je suis dans une position qui est probablement l'une des plus flippantes de ma vie. Donc le dépassement de soi, le dépassement de soi, on y est. Et du coup, ça pourrait expliquer que certaines de mes réponses semblent un peu différentes. Et que tu me regardes pas, que tu regardes. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que là, j'ai un état de concentration qui est absolument énorme. Donc voilà, ça c'était le petit disclaimer. T'as été courageuse de te lancer. Voilà, du coup, aventure, il m'a dit, vas-y, tu veux monter sur un vélo? J'ai fait, tu sais, je sais pas très bien faire de vélo. Il m'a dit, bah, tu veux quand même venir? J'ai dit, ouais, vas-y, go. Est-ce que ça résume pas ton aventure entrepreneuriale? Et ça résume assez bien l'aventure entrepreneuriale, c'est que tu sais pas très bien où tu vas. Tu sais pas si tu vas réussir à tenir, mais tu paries sur le fait que, au pire, tu arriveras à te relever. Et puis, de toute façon, contrairement à là, maintenant, tout de suite, en entrepreneuriat, tu risques pas ta vie. Là, maintenant, tout de suite, je vois un fossé sur la droite. Je sais pas, peut-être que je risque ma vie un peu. Donc, tout ça pour dire que, ouais, ça reflète quand même pas mal l'aventure entrepreneuriale. Ouais. Et surtout la tienne, quoi. Exactement, j'ai un peu squeezé ta question, mais je vais revenir dessus parce que je ne l'ai pas oublié. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je me suis lancée, il y a 1 an et demi, à l'époque, je publiais sur LinkedIn déjà depuis pas mal de temps parce que je publiais quand j'étais salariée, notamment à l'école du recrutement où vraiment j'ai appris à publier et à écrire là-bas, qui est mon ancienne boîte. Et donc, je me suis rendu compte en publiant que finalement, mon LinkedIn, il ressemblait à un comité de direction de grosse boîte. C'est-à-dire qu'il y avait 90% de mecs blancs avec des cheveux gris, quoi. Et ça, je me suis dit, mais enfin, c'est marrant. Et ça montre bien que la parole, que LinkedIn reflète ce qui se passe en entreprise. C'est-à-dire que la parole, elle est monopolisée un peu toujours par les mêmes personnes. Les personnes qui se sentent légitimes de prendre la parole, les personnes qui osent le faire. Et que, notamment, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et à ce moment-là, donc, j'ai lancé un live totalement gratuitement. Et à ce live, ça a été énorme. Il y a eu 800 personnes qui se sont inscrites, donc 800 femmes. Et là, j'ai donné un peu le cours que je devais donner. Donc, je leur expliquais comment publier, une bonne accroche, etc. Et ce que je ne savais pas, c'est que dans les commentaires, elles ont totalement pris le pouvoir et elles ont créé leur propre communauté qu'elles ont appelée Ramen, comme Nina Ramen, donc R-A-M-E-N, ta fraise. Incroyable. Et ça s'est fait spontanément, en fait, c'est même pas parti de toi? Non, ça s'est fait spontanément. Donc en fait, moi, je suis la représentatrice de cette communauté, si tu veux. T'as été élue. Mais clairement, si j'avais dû choisir le nom d'une communauté, j'aurais pas choisi ça. En fait, moi, je suis pas vraiment l'initiatrice de ce groupe, parce que c'est elles qui l'ont fait dans les commentaires, et notamment une fille qui s'appelle Élise Murigneux, avec qui je bosse encore aujourd'hui. Et Élise, donc je les ai encouragées, je leur ai dit, une des meilleures manières d'oser, c'est de le faire ensemble. C'est-à-dire que tu es protégé par le groupe, tu as l'énergie du groupe, donc j'aurais dit, allez-y, créez un groupe. Et elles l'ont appelé Ramène ta fraise. Et donc finalement, moi aujourd'hui, je représente ce groupe, mais c'est surtout elles qui ont pris le pouvoir. Et à l'intérieur, elles se donnent de la force, elles se partagent des conseils, elles se partagent des exemples, elles se partagent énormément de choses. Et aujourd'hui, Ramène ta fraise, c'est plus seulement un groupe qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn, c'est aussi un groupe où les femmes, elles prennent le pouvoir, elles s'envoient du business, elles font du réseau. Exactement. Vraiment, au sens propre. Exactement. Et parce que c'est combien de personnes, faut le dire peut-être pour les auditeurs, pour qu'ils se rendent compte que c'est devenu big quand même. Ouais, c'est 3500 personnes aujourd'hui, sachant que sur les groupes LinkedIn en général, il n'y a pas grand monde. Donc c'est 3500 personnes. Après, sur ma newsletter, j'ai 10 000 personnes.
Donc voilà, ça commence à être une belle communauté. Et aujourd'hui, on va la faire grandir de plus en plus. Moi, j'ai vraiment vu le changement, tu vois, sur LinkedIn, justement, des profils qui postaient. Et du coup, vu qu'il y a un changement de profil, tu as un changement de narrative et de... Enfin, ça devient beaucoup plus plaisant à suivre. Tu n'as plus les mêmes histoires, comme tu disais, tu vois, les mêmes personnes qui vont parler des mêmes choses, des mêmes levées de fonds, des mêmes, etc. Et du coup, ça fait évoluer aussi LinkedIn, quoi, dans son ensemble. Et ça rejoint un peu ce qu'on appelle le male gaze. Le male gaze, en fait, c'est cette idée que toutes les histoires sont racontées d'un point de vue masculin. Et notamment, quand tu regardes les vidéastes, les producteurs, c'est souvent des hommes. Et donc, le point de vue de la caméra, il est orienté vers les hommes. Et donc, quand tu regardes, par exemple, les James Bond, c'est pratiquement tous les James Bond, mais notamment un où il y a cette James Bond girl qui sort de l'eau, et tu vois, en fait, la caméra orientée sur elle, faire de bas en haut comme ça et balayer son corps, et tu te dis mais ça se voit que c'est un mec qui tient la caméra, tu vois, c'est un regard d'homme. Et donc c'est ça ce qu'on appelle le male gaze, c'est vraiment cette idée d'en fait que qu'aujourd'hui beaucoup de productions, souvent un homme qui est derrière la caméra, et donc ça donne forcément un angle masculin à l'histoire qui est racontée. Même pour aller plus loin, j'avais vu que même le design de certaines chaises, au final, elles avaient été designées pour les hommes. Et donc, du coup, on avait fait une étude ils avaient montré une étude qui démontrait qu'une femme n'était pas à l'aise sur certains designs, quoi. Et pire que ça, même dans les accidents automobiles, quand ils font les crash tests, c'est des mannequins hommes qui sont testés. Et donc, ce qui fait que les femmes, quand elles ont un accident de voiture, elles ont plus de chances de mourir. À cause de ça. Enfin voilà, ça pour dire que quand on change de perspective, clairement, tu as d'autres histoires qui se racontent. Et notamment, les sujets, moi, que j'ai beaucoup amenés sur LinkedIn, c'était des sujets qu'on pourrait qualifier de personnels, mais en réalité, ils ne le sont pas. Tu vois, quand on parle de fausses couches, quand on parle d'avortement, quand on parle d'endométriose, alors oui, on va dire oui, c'est des sujets qui ne concernent pas la sphère privée, professionnelle, alors que LinkedIn est une sphère professionnelle, et pourtant, en fait, il y a une femme sur 3 qui a avorté, une femme sur 4 qui a vécu une fausse couche, et une femme sur 10 qui a de l'endométriose. C'est comme aussi en B2B, on dit souvent qu'on s'adresse à des humains, et en fait, c'est nier un peu l'existence de la personne. La personne, elle consomme du contenu, elle ne va pas que consommer quelque chose de très corpo, etc. Exactement, c'est pas parce qu'elle est sur LinkedIn qu'elle devient tout de suite Anne, responsable recrutement. C'est ça. Elle n'est pas un poste, quand c'est pas un poste. Voilà, chez L'Oréal, tu vois, elle va en fait exister avec qui elle est, elle, en tant que personne. Et moi, je suis vraiment contre le fait de nier en fait les individualités. Je pense qu'il faut au contraire les valoriser. Est-ce que tu te considères comme une rebelle? Parce que moi c'est la vision d'extérieur que j'ai de toi. Tu vois, qui vient casser des codes, qui vient casser des préétablis, comme je disais tout à l'heure. Et est-ce que tu l'as toujours été? Parce que même ton aventure entrepreneuriale, j'écoutais dans un podcast où tu disais que tu avais commencé à entreprendre en side project à côté de tes postes, de tous tes postes, peut-être même tous tes jobs. Ouais. Et en fait, l'entrepreneuriat, il est venu comme ça, comme un cri un peu de rébellion, quoi. Ouais, en fait, je sais pas si je me considère comme une rebelle, tu vois. Je pense pas. Je crois pas qu'être une rebelle soit mon moteur. Par contre, la question que je me pose, c'est je fais pas de concessions sur qui je suis. Donc, ça implique que j'ai pas trop peur de déplaire. Et je pense que c'est le seul moyen de plaire vraiment beaucoup, c'est de pas avoir peur de déplaire, parce que ça plaira jamais à tout le monde que, tu vois, le groupe Ramène ta fraise soit en non-mixité, par exemple. Tu vois, il y a pas d'hommes dans ce groupe. Bon, mais il y aura toujours des gens pour dire oui, vous excluez les hommes, vous êtes anti-hommes, etc. Mais de l'autre côté, ça crée un safe place, un endroit où il y a des femmes qui peuvent parler de sujets dont elles arrivent peu à parler dans l'espace public. Et moi, je suis OK avec ça. Donc, je crois pas que ce soit une idée de rebelle, mais je pense que c'est une idée plutôt de pas faire l'économie, d'être OK avec le fait qu'il y a des gens qui m'aimeront pas, et probablement des gens qui m'aimeront. Et tu as toujours été comme ça? Parce qu'il y a très peu, t'en parles très peu dans les podcasts de ta jeunesse ou de choses comme ça. Est-ce que tu as toujours mis tout ça en avant, tu vois, Pas du tout. Moi, tu vois, quand j'étais petite, j'étais assez dyslexique, donc l'écriture, c'était pas trop mon truc. J'ai vécu dans un environnement où, tu vois, fallait pas trop faire de vagues, fallait pas trop non plus s'exposer.
Tu vois, donc non, pas vraiment, mais je pense que là où c'est venu, c'est avec l'écriture. L'écriture, ça te force à poser ta pensée. Tu vois, sinon tu vas dire des trucs hyper consensuels. Tu vas dire ouais, la guerre c'est mal, ok, c'est chiant. Par contre, si tu dis je suis pour le revenu universel, bon bah là, en fait, tu dis un vrai truc. Et donc l'écriture fait que tu peux pas... T'es obligé de clarifier ta pensée avant de parler, avant d'écrire. Et c'est l'avantage, c'est que l'écriture, elle te force finalement à développer tes arguments, tu vois. Et ça construit ta pensée et au final, bah, ça crée ton propre, un peu manifeste personnel, quoi. Alors on est dans la forêt, il y a des animaux. Ouais. On voit des animaux, courir. Ouais. Je crois que c'est une souris ou une espèce d'écureuil. Donc pour toi, c'est l'écriture qui t'a... Tu t'es découverte avec l'écriture, tu penses? Ouais, je pense. Et l'écriture et l'exposition. Parce que finalement, quand tu commences à dire ce que tu penses vraiment, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui pensent comme toi. Et là, tu te fais « Ah ouais, mais je suis pas seule ». Et donc de toute façon, ouais, voilà, ça te rassure. Et tu dis « Mais finalement, c'est pas moi qui suis bizarre, c'est pas moi qui suis différente, c'est pas moi qui suis anormale ». Et donc, tu te dis « Bon, bah du coup, je suis légitime à penser ça ». Et c'est une forme de thérapie aussi. Et comment tu le mêles au business? Parce que c'est là où c'est pas évident. Là, on est sur de la thérapie, mais comment cette thérapie, elle te permet de faire des euros? Ouais. C'est deux choses... Mais, tout simplement parce que je pense que... Alors, premièrement, il faut voir l'écriture, aujourd'hui, telle que moi je la conçois, c'est une écriture qui est liée au business. Le copywriting. Le copywriting. Ouais. Moi, je vends de la formation, je vends une prestation de service. Et donc, c'est quand même vachement lié à qui je suis. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut se dire, c'est les clients. Qu'est-ce qui va faire la différence entre moi et probablement les clienteux, souvent d'ailleurs, moi et toutes les autres offres de formation qui existent? Bah, c'est qui tu es en tant qu'individu. Et donc ça, c'est aussi un point différenciant. C'est qu'est-ce qui fait que Nina Ramen, c'est Nina Ramen et pas quelqu'un d'autre. Tu crées un échange avec tes clients et que les clients, ils ont envie de bosser avec toi et avec personne d'autre. Et c'est là où c'est important, en fait, où l'écriture, elle intervient. C'est que c'est un moyen aussi de créer ta marque personnelle et d'attirer des clients. Et deuxièmement, donc ça c'est la première chose, c'est comment tu crées une identité de marque personnelle. Et la deuxième chose, c'est comment tu utilises LinkedIn comme levier business. Et donc LinkedIn, moi c'est à peu près 1 million de vues par mois. Alors en ce moment je poste moins, donc c'est un peu moins, mais sinon c'est 1 million de vues par mois. Donc il y a cette idée de levier business que tu peux faire en organique. Aujourd'hui, si tu avais voulu avoir autant de publicité, je ne sais même pas combien il faut de temps pour un panneau publicitaire dans le métro pour qu'il y ait 1 million de personnes qui passent devant. Tu vois, je pense que... Et le coût que ça représente. Donc tu vois, il y a cette idée de comment est-ce que tu crées un levier média suffisamment important pour exposer les gens à ton message, et surtout dans des personnes comme moi qui n'ont pas de budget, qui sont des solopreneurs, on n'est pas des multinationales, bah comment tu utilises ça pour générer des clients? Nous, c'est totalement la thèse qu'on défend justement du branding, du personal branding ou de la founder brand dans les boîtes. Mais si je fais l'avocat du diable, il y en a qui vont dire que est-ce que tu tombes pas dans quelque chose qui peut parler qu'aux solopreneurs, quoi? Est-ce que demain, une boîte avec 50 salariés, tu vois, ils peuvent utiliser LinkedIn comme levier business? Alors, première chose, ce que tu apprends dans la marque personnelle, c'est applicable dans la marque générale. Quand tu dis il faut avoir des positions et des opinions fortes, bah, c'est le cas aussi des marques. Quand tu regardes par exemple Apple, il y a des gens qui adorent Apple, qui font la queue devant Apple pour avoir le dernier iPhone, et il y a des gens qui se disent non mais même pas je touche un iPhone avec un bâton. Donc tu vois qu'en fait toutes les bonnes marques, elles créent une ligne claire entre t'es avec moi et t'es pas avec moi. Donc ça c'est la première chose, c'est ce qui fait une bonne marque. La deuxième chose, donc ça c'est les principes sont applicables aussi à la marque. La deuxième chose, c'est que tu peux appliquer ça aussi à tes salariés. C'est-à-dire que chaque salarié peut avoir son propre personal branding. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand je bossais dans les boîtes dans lesquelles j'ai été. J'avais mon personal branding à moi et finalement, ça rayonnait sur la boîte. Parce que tout ce que je disais en mon nom, bah, les gens ils me voyaient et puis disaient « Ah bah Nina, trop bien, aller à l'école du recrutement, bah vas-y, je vais aller voir cette boîte. » Et donc finalement, ce que tu fais à toi, ça rayonne sur ta boîte, tu vois. Donc ça, c'est une deuxième manière de voir les choses. Il y a troisième manière de voir les choses. Moi, j'accompagne de plus en plus de boîtes qui sont plutôt des PME.
Et même des grands groupes, tu vois, j'ai bossé je suis allée former des banques qui formaient leurs top managers à LinkedIn. Parce que même les banques qui sont quand même des endroits hyper institutionnels, avec un secret, avec une culture du secret qui est quand même énorme, même eux, ils commencent à se dire, ok, on va prendre nos top managers et on va quand même les faire parler sur LinkedIn. Donc on va les brander de manière individuelle pour que ça rayonne sur la banque. Exactement, c'est ça. Et donc tu as un effet un peu, ce qu'on appelle la stratégie Avengers. Donc dans la stratégie Avengers, tu as le DAF qui va prendre la parole, tu vas avoir le responsable d'agence, tu vas avoir le responsable production, et tous ensemble, ils vont donner leur expertise, et donc ça va te permettre d'aller toucher plein d'audiences différentes. Ce que tu pourrais pas faire, voilà. Ce que tu pourrais pas faire finalement. Avec une seule entité. Avec une seule entité, exactement. La prochaine question, je te disais, sur ce format, c'est le parallèle entre sport et entrepreneuriat. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est un peu du sport de haut niveau, quoi. Un peu beaucoup. Et comment toi, si on fait le parallèle avec l'entraînement, comment tu progresses? Comment tu fais pour t'entraîner et progresser? Trop intéressant comme question. Alors déjà, je suis d'accord avec toi que l'entrepreneuriat, c'est vraiment... Moi, je suis totalement d'accord et en phase avec ce parallèle avec le sport, même si je ne suis pas quelqu'un de très sportif. Tu vois, je fais quand même pas mal de... Enfin, je me pratique du sport 2-3 fois par semaine. Donc, tu vois, quand même. Je fais un peu de sport, quoi. Mais je fais du sport comme une Parisienne, quoi. Donc je fais du vélo, mais en salle. Okay. Donc attaché à un sol où tu n'as pas besoin d'être en équilibre. Bref, la question, c'est comment je fais pour améliorer mes performances? Plusieurs manières. La première, c'est que je mesure. J'ai la culture de la mesure, donc tu as une mesure qui est claire, qui est ton chiffre d'affaires. Combien tu as fait, c'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires et de rentabilité, évidemment, parce que tu peux augmenter ton chiffre d'affaires sans forcément augmenter ta rentabilité et puis inversement. Donc il y a cette idée de qu'est-ce que je mesure en fait? Qu'est-ce que je mesure? Est-ce que ce qui me compte, c'est ma marge? Est-ce que c'est ma rentabilité? Est-ce que c'est mon chiffre d'affaires? Voilà, il y a vraiment cette idée de mettre les indicateurs au bon endroit quand ta mesure, elle est objective. De la même manière, combien je sors par exemple de posts et de newsletters par semaine. Moi j'ai cette idée de... Ce qui compte, c'est de faire quelque chose régulièrement. Donc je vais essayer de me dire, si mon but c'est de publier tous les jours, il faut que tous les jours j'ai un post qui sorte. Pareil pour la newsletter. Donc là ce que j'ai fait, d'ailleurs je le fais avec mon pote Choubam, on se met en début de quarter, donc là on va le faire cet après-midi. Et on se donne nos indicateurs. Et donc, tu vois, ce trimestre, c'était 12 newsletters, 12 posts LinkedIn, 6 vidéos YouTube, vente de 20 places sur mon bootcamp LinkedIn. Et ça, c'est tout simplement des indicateurs que tu peux mesurer sur ta performance. Ensuite, ce que tu peux mesurer aussi, ce sur quoi tu peux essayer d'agir pour améliorer cette performance, parce que c'est bien d'avoir un indicateur de performance, mais comment tu fais pour aller plus loin? Moi, ce que je fais, c'est que j'apprends en permanence. Je suis toujours en train de suivre au moins 1 ou 2 formations. Et là, pareil, tu vois, j'intègre aussi des groupes de travail, des pairs avec qui j'échange, des personnes qui font un peu les mêmes jobs que moi, mais pas forcément dans les mêmes secteurs ou dans les mêmes secteurs, et qui me permettent de me nourrir. Tu vois, il y a ma copine Caroline Mignot. On fait pas exactement la même chose, mais le fait de discuter et d'échanger, ça nous permet de progresser, de nous challenger sur nos objectifs, et donc d'avoir aussi quelqu'un d'extérieur, parce que finalement, l'entrepreneuriat, en tout cas moi, j'entreprends seule, ça reste un sport un peu solitaire, tu vois, et c'est ça qui est pas facile, et c'est ça qui est dur. En fait, c'est un peu le truc qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es seul. Et comment tu fais avec ta performance quand tu es seul, quoi? Comment tu progresses, comment tu te challenges? Et moi, c'est un peu l'écueil le plus compliqué à... Qui te coach, quoi, au final. Exactement, qui te coach, exactement. Sportif, ouais. Exactement. J'ai un groupe avec un espèce qu'on appelle de mastermind avec des personnes de qui je suis proche, avec qui je m'entends bien, qui ont un peu le même mindset que moi. Et on fait de la accountability, c'est-à-dire qu'on est accountable, c'est-à-dire, on se doit des comptes. D'accord. Et ça, je le fais aussi sur ma partie perso. Par exemple, là, j'ai pris 20 kilos à cause de la grossesse. Et c'est un peu compliqué. Et j'ai une copine avec qui je suis accountable de ce que je mange. Et donc, tous les jours, on s'envoie un petit peu où est-ce qu'on a déconné, est-ce que tu as bouffé 5 chocolats aujourd'hui parce que c'est Pâques, et tu es accountable. Et donc, quelque part, ça te permet d'avoir un manager. En fait, c'est con, mais tu n'as pas de manager quand tu es entrepreneur. Et il y a plein d'entrepreneurs qui essayent justement d'avoir un manager parce que, en fait, finalement, tu as besoin de quelqu'un qui te fasse progresser, quelqu'un qui te dise que c'est bien et quelqu'un qui t'aide à devenir meilleur, quoi. Ouais. Et le fait de s'engager envers quelqu'un, justement, je crois qu'ils en parlent dans l'effet cumulé. Exactement. Tu dois des comptes et forcément, c'est pas le même mindset. C'est ça. Sur la délivrabilité. C'est clair. Ouais. C'est clair. Moi, ne serait-ce que, alors je parle pour la perte de poids, là, mais ça peut être pour
c'est pareil pour Shubham, la dernière fois quand on se faisait notre accountability, bon bah en fait si t'as pas atteint tes objs, t'es là genre bon ok ce trimestre j'ai un peu fait de la merde quoi. Et aussi tu te dis quand t'es en train de le faire, est-ce que ça rentre dans les objectifs que je me suis fixés pour Q1? En fait tu sais que tu vas pas cocher la case aussi. Donc quand tu le fais, même, il n'y a pas qu'au moment du bilan, il y a aussi au moment où tu le fais, tu te dis, ah ouais, est-ce que faire une interview de podcast à vélo dans la nature, est-ce que ça rentrait dans mes objs de Q1, tu vois, vraiment, il y a vraiment cette question que tu peux te poser. Et si c'est pas le cas, bon, bah en fait, tu vas pouvoir aussi te dire, peut-être plus réfléchir avant de dire oui. Parce que ça aussi, c'est un autre problème quand tu es entrepreneur. Je trouve que c'est le défocus, en fait, le syndrome de l'objet brillant. Tu es hyper sollicité quand tu es visible encore plus. Et donc, à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non. Et toi, le fait de participer à des podcasts, qu'est-ce que ça amène sur cette performance, justement? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est... Ouais. En fait, au début, c'était beaucoup marketing. C'est-à-dire que c'est des gens qui font du marketing pour toi. C'est tes community managers. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu donnes ta visibilité, puis finalement, la personne, elle produit quelque chose. Et à l'époque, moi, je produisais rien par moi-même. Aujourd'hui, j'ai un podcast, j'ai une chaîne YouTube, donc je produis un peu plus par moi-même. Mais à l'époque, tu vois, j'avais tout intérêt à aller sur tous les podcasts du monde. D'ailleurs, j'en ai fait plein et c'était génial. Deuxième intérêt, c'est que ça te développe ta manière de parler et de t'exprimer. Moi, ça m'a énormément fait progresser là-dessus, là où j'étais pas très bonne, comme à l'écrit. Je me suis dit, ok, t'es pas bonne en prise de parole, va faire toutes les prises de parole possibles. Et encore aujourd'hui, il y a un truc auquel je dis oui systématiquement, c'est prendre la parole en public. Dès que c'est en public, parce que je sais que je suis pas très bonne là-dessus. Podcast, je suis un peu meilleure maintenant. Et troisième chose, c'est que ça te développe ton réseau. Aussi, quand tu as des personnes avec qui tu sais que tu pourrais bosser ensemble, par exemple avec vous, je sais qu'un jour on pourrait bosser ensemble, je me dis, ok, en fait, viens, tu fais un podcast, ça te fait déjà un premier truc que tu fais avec la personne, tu vois comment ça se passe, ça te fait un premier contact et ça te permet aussi derrière de bosser avec des gens que tu connais déjà. De voir s'il y a le fit ou pas. Exactement. Et c'est marrant comment tu agis parce que j'ai l'impression que tu es toujours sur déjà le dépassement de soi. Et tu es toujours en train de te mettre la pression. Mais comment, tu vois, toi qui coach des entrepreneurs, comment tu l'enseignes ça? Parce que ça s'enseigne pas. C'est inné, j'ai l'impression. Non. Non. Moi, c'est arrivé... alors déjà, c'est arrivé parce que quand j'ai commencé ma boîte, je suis tombée enceinte, en fait. Donc, alors c'était une bonne nouvelle, j'étais très contente. Mais je suis tombée enceinte au moment où j'ai lancé ma boîte. Vraiment 2 semaines après, je me suis fait le test de grossesse, c'était positif, quoi. Donc là, à partir de ce moment-là, je me dis, vas-y, j'ai 9 mois. Pour faire une boîte rentable. J'ai pas le time, j'ai pas du tout le time. Tu peux tout faire avec un temps infini. Si tu avais un temps infini, tu pourrais tout faire. Ce qui t'oblige à prioriser, c'est que ton temps il est limité. Et donc, le fait d'avoir ces 9 mois de grossesse, ça m'a énormément aidé en termes de mindset. C'est est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est pas prioritaire? Et ta décision, elle est hyper rapide. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comment est-ce que je fais pour l'enseigner? Je fais un peu de la même manière. Par exemple, le bootcamp, qui est un de mes produits sur lesquels j'enseigne aux femmes à écrire sur LinkedIn dans un objectif business, ça dure pas 1 an, ça dure pas l'infini de temps. C'est pas une formation que tu prends et elle est accessible à vie. Ça te met pas de deadline, donc ça te fait pas prioriser ta formation. Ce que je leur dis, c'est que je leur dis, ok, vous venez avec moi, on en a pour 2 mois. Sur ces 2 mois, pendant 1 mois, tu vas apprendre, et l'autre mois, en fait, tu vas publier. Et tu vas publier tous les jours pendant 30 jours. Et tu as vraiment cette idée de challenge. D'ailleurs, ça s'appelle le challenge. Et la phase d'avant, ça s'appelle l'échauffement. Et après, ça s'appelle la récupération. Donc, il y a vraiment l'analogie avec le sport. Et donc, tu as cette phase de préparation qui te permet de t'échauffer, parce que tu ne cours pas un marathon du jour au lendemain. Tu as la phase ensuite qui va te permettre de publier, donc de challenge, 1 post par jour pendant 30 jours. Et ça te permet de répondre au syndrome du perfectionnisme aussi. Parce que quand tu dois publier tous les jours pendant 30 jours, tu ne peux pas être perfectionniste. Tu n'as pas le temps. Il y a cette idée de comment tu crées de l'urgence pour que les gens s'obligent à le mettre en priorité. Et donc le bootcamp il coûte 2 500 €. Tu mets aussi un coût à l'abandon, c'est-à-dire que c'est pas gratuit. Donc c'est 2 500 €, c'est un investissement pour la plupart de mes clientes. Et elles se disent, bon d'accord, ok, je mets cet argent-là, je m'investis et j'en fais une priorité. Donc il y a plusieurs facteurs, il y a le facteur temps, le facteur argent et le facteur, tu vas voir un coach qui va venir te voir en bas de chez toi. Alors j'exagère quand je dis, mais moi c'est le cas. Ça, ouais. Tu vois, quand j'essaye là en ce moment je suis en train d'essayer de publier sur YouTube, en fait je vois, c'est de la friction, moi j'ai pas envie. Et les femmes qui veulent publier sur LinkedIn que j'accompagne, elles n'ont pas envie. Mais par contre elles savent que si pendant 2 jours elles n'ont pas publié, il y a Nina qui t'appelle au téléphone, parce que nous on traque en fait. Et donc si pendant 2 jours on voit qu'il y en a une qui n'a pas publié, c'est « Allô, ouais c'est Nina, bon ok, comment tu vas ?» C'est pas pour mettre la pression, mais c'est pour essayer de débloquer la personne. Donc tu as l'accountability,
de par... tu as le groupe aussi, auprès de qui tu es accountable. Enfin, tu vois, tu dois des comptes. Tu as quelqu'un qui va te rassurer et qui va te donner les moyens. Parce que si tu vas dire à quelqu'un sois performant, si derrière tu ne l'entraînes pas, tu vois, c'est le meilleur moyen pour qu'il se sente nul. Tu vois, le but, c'est pas de faire dire aux gens cours un marathon. Si tu l'as jamais fait, tu vas dire ok, je suis nulle, je suis une grosse vache, j'arrive pas à courir, quoi. Et troisièmement, cette histoire de timing et en fait, tu vas devoir le faire tous les jours parce qu'en général, les femmes, elles n'arrivent pas à publier, même les hommes, hein, je veux dire, c'est un problème général. Tu n'arrives pas à publier parce que tu te dis ça peut être mieux, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, etc. Tu auras toujours des meilleures excuses. Et là, c'est un moyen de ne pas se donner des excuses. Et même si c'est pas parfait, au moins, tu appuies sur le bouton publier. C'est comme quand tu dis je vais pas courir 10 km, mais je vais au moins courir 3 minutes. Et au bout d'un moment, tu as couru 3 minutes, après tu vas courir 4, 5, 6. En fait, tu vas te dire, bon, maintenant que j'y vais, quoi. Du coup, Nina, on a parlé d'entraînement, de progression. Et la dernière question, c'est sur la performance. On disait que ton métier, ton activité, elle est liée forcément à la performance. Et sur un podcast, tu as dit un truc hyper intéressant sur le podcast de Manon Tournant, on ne se rend pas forcément compte, mais le créateur de contenu, il peut corréler un peu cette performance à son chiffre d'affaires et être en total flip. Et du coup, nous, on aime bien parler de la santé mentale des entrepreneurs sur cette émission. Et ça peut générer de la frustration, du stress, de l'anxiété. Et comment tu as fait déjà pour sortir de ce cercle vicieux un peu, où tu surveillais les likes, tu surveillais les vues, tu surveillais... Ouais, en fait, déjà, moi, en préambule de ça, ce que je voudrais dire, c'est que moi, globalement, je suis en moins bonne santé depuis que j'entreprends, physique et mentale. Physique, pourquoi ? Parce que je bouge moins, je suis vraiment devant mon ordi tout le temps. J'ai toujours d'autres trucs mieux à faire que d'aller me bouger, alors qu'il faudrait faire 1 heure de sport par jour, quoi. Ouais. Donc globalement, ça a diminué. Pareil, j'ai moins de temps, donc je cuisine moins. Je prends moins soin de moi, je prends moins l'air, en fait, parce que 90% de ma life, c'est mon business, tu vois. Et le reste, c'est mon enfant et mon mec. Donc ça, c'est déjà quand même un vrai sujet, je pense, chez les entrepreneurs. J'ai pas de solution pour cette première partie parce que je pense, si ce n'est que de dire aux gens qu'on est tous dans ce truc-là, quoi. Ce que j'ai mis en place, moi, c'est que alors en termes de santé physique, c'est que j'ai pris un coach, que j'ai pris ce que je racontais tout à l'heure, ma pote avec qui je fais de la comptabilité sur la nourriture, écoute, on arrête de manger n'importe quoi. Bon, ça c'est assez cool. Ensuite, sur la santé mentale, ça j'ai un peu plus bossé dessus, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont faits pour agir sur notre santé mentale, sur notre mental. Tu as ce qu'on appelle l'usine à dopamine, tu vas voir un like, un commentaire, tu vas avoir envie d'y retourner, puis tu vas avoir un like, ça va donner une dose de dopamine. C'est un peu comme avoir un like, c'est un peu comme si ton cerveau il se prenait un shot de Twix, quoi. Il kiffe trop. Et donc ça crée une addiction, ça crée vraiment physiquement des réactions chimiques et c'est ça qui agit directement sur ce cercle, sur ta santé mentale. Donc plusieurs manières, il y a aussi autre chose, c'est les haters. Comment tu gères le regard des autres, et le regard de toi-même. Donc le regard des autres, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va te dire je suis pas d'accord avec ce que tu dis jusqu'à va te suicider au premier degré, tu vois. Et le regard sur toi-même, c'est j'ai fait 1 million de vues aujourd'hui, j'en fais 10 000 ou 3 000 ou 1 000 demain, comment je me sens ? Donc tu vois, il y a vraiment ces différents aspects. Donc tu vois, la première chose, c'est comment tu résistes à l'addiction de la dopamine. Donc pour ça, tu peux aller du plus strict au moins strict. Donc tu peux juste essayer d'éloigner ton téléphone de toi quand tu travailles, c'est-à-dire le mettre à l'autre bout de la pièce. Ça va faire que ton cerveau, au lieu de se déconcentrer et de prendre ton tel direct pour regarder tes notifs ou pour regarder Insta, finalement, tu vas y réfléchir à 2 fois, il faut que tu te lèves, etc. Alors, il y a couper les notifications. Moi, j'ai enlevé toutes les notifications, ce qui fait que, en fait, j'ai pas de la petite pastille rouge qui donne envie de cliquer dessus et d'aller voir ce qui se passe. Et tu peux aller dans le cas extrême, qui est de carrément supprimer LinkedIn de mon téléphone. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, surtout au moment où ça allait pas trop. Parce qu'il y a eu un moment où, franchement, ça allait pas, tu vois, j'arrivais plus à publier parce que, en fait, j'avais eu trop de haters, justement. Et donc, j'en arrive au deuxième truc, c'est comment tu gères les haters. Soit tu supprimes, soit tu réponds, soit tu envoies tes potes. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quand même une personne qui faisait des articles contre moi, etc. Et ça a créé que j'étais trop mal. Franchement, c'était à la limite du harcèlement. Et en mars 2022, j'arrivais plus à écrire parce que j'avais toujours peur que cette personne, elle reprenne ce que je dis, qu'elle le transforme, qu'elle réécrive dessus. Et finalement,
Et donc, tu faisais tes posts, mais tu n'arrivais pas à cliquer sur publier. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'ai payé quelqu'un pour publier à ma place. Alors, pas pour écrire, mais pour publier. Okay. C'était un espèce de coach, du coup? Non, c'est juste quelqu'un qui appuyait sur le bouton publier. Okay. Vraiment, j'arrivais pas à appuyer. Le meilleur métier du monde. Voilà, c'est ça. Et voilà, il faut savoir se protéger, je pense. Et troisième chose, c'est comment tu te protèges de ton propre regard. C'est-à-dire... est-ce que tu corrèles ton amour de toi à ton nombre de likes? Et ça, c'est quand même quelque chose que tu es vachement tenté de faire. Alors, c'est valable sur LinkedIn, mais c'est valable sur tous les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui, j'ai fait 10 likes, demain, j'en fais 100 et après-demain, j'en fais 1000. Est-ce que ça fait de moi une meilleure personne? Je crois pas, tu vois. Et donc, il faut arriver à déconstruire ça. Ça, j'avais une coach aussi à un moment qui m'avait aidé là-dessus. Et maintenant, je pense que c'est résolu. Parce que plus de likes, ça ne veut pas forcément dire plus de business, ça ne veut pas forcément dire plus d'amour. D'ailleurs, tu peux faire des moins bons contenus qui sont plus likés. Par exemple, les gens ils disent tous qu'ils veulent regarder Arte, alors qu'en fait tout le monde like tes PMP, tu vois. Donc il y a vraiment cette idée de la qualité de ce que tu fais, elle n'est pas toujours corrélée au nombre de likes. Moi j'ai fait des posts nuls et franchement qui ont surliké parce que voilà, c'est un truc qui fait rire, c'est une anecdote et tout, tu vois. Par rapport à des trucs où j'avais vachement apporté de la valeur. Donc voilà, donc ça je pense qu'il faut avoir du recul par rapport à ça, mais globalement la santé physique, quand tu es entrepreneur, elle est vraiment dure à gérer et la santé mentale aussi. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de s'auto-gérer. Et là, deuxièmement, se faire accompagner, vraiment. Je crois que c'est Naval qui disait que lui se forçait à faire son sport le matin parce que rien ne pouvait arrêter cette routine. Ouais. Parce qu'il se mettait lui-même en avant. Ouais. Et on a un entrepreneur, un CEO qu'on devait recevoir sur l'émission qui a fini à l'hôpital, tu vois, parce que santé physique et mentale justement altérée. C'est ça, En fait, l'entrepreneuriat, c'est hyper... C'est ça, et c'est un truc à prendre au sérieux, en fait. Parce que toi, finalement, quand tu es entrepreneur, ta boîte, c'est toi. Et donc, si tu prends soin de toi, si toi, tu progresses personnellement, ta boîte, elle progressera. C'est-à-dire que si toi, personnellement, tu vas bien, que tu prends soin de toi, que ta santé va bien, que physiquement, ça va bien, que mentalement, ça va bien, ta boîte, en fait, elle sera performante parce que tu seras bien pour bosser dedans. Et pareil, si toi, tu progresses, si toi, tu deviens une meilleure personne, si tu deviens un meilleur vendeur, si tu deviens un meilleur marketeur, si tu deviens un meilleur RH, finalement, ta boîte, elle bénéficiera. Donc, toi et ta boîte, vous êtes intimement liés. Et à partir du moment où tu arrives à intégrer ça, finalement, tu comprends aussi que tu dois prendre au sérieux ta croissance personnelle et pas que la croissance de ta boîte. Et tu n'y arrives pas aujourd'hui à prioriser ça? À te dire que c'est en fait je passe avant tout ça et tenir sur le long terme, quoi. Alors je le priorise. Je pense que le plus gros frein aujourd'hui, c'est le fait d'avoir un enfant en bas âge. Enfin ça, tu vois, le manque de sommeil, c'est hyper violent. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'en réalité, c'est que je divise mon activité pro par 2. Je pourrais le faire en réalité, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui m'empêche, mais moi je suis dans le game. En fait, ce qui vient contredire, c'est l'objectif de performance. Tu vois, c'est un peu comme... Et ça, c'est dur, parce que moi je suis quelqu'un du challenge. Moi je vois l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo. Okay. Vraiment, je dois avoir des paliers et tout. Je vois pas ça vraiment, tu vois, je fais pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça pour le jeu. Tu vois, je trouve que... Parce qu'en fait, l'argent, il reste dans ma boîte aujourd'hui. Moi, je suis au chômage, enfin officiellement. Et donc je me paye sur mon allocation chômage. Et donc ce que je veux dire, c'est que cet argent, il n'est pas réel. Donc au final, c'est un peu un jeu vidéo. Et donc je pense que l'enjeu, c'est toujours de mettre en balance ta performance, tes objectifs. Imaginons que mon objectif, c'est faire 1 million, mais qu'est-ce que ça doit te coûter par rapport à ça? Et donc tu dois prendre soin de ta santé mentale, mais tu dois aussi mettre ça en face de ton objectif. Et donc si tu montes trop tes objectifs, tu vas aussi... Et moi, je pense que c'est mon problème à moi, que je suis en train d'essayer de résoudre, mais tu vois, c'est un apprentissage permanent. Je pense que je me mets des objectifs très hauts, je suis toujours dans la performance, mais derrière, c'est comment est-ce que j'arrive à quand même gérer ma santé mentale et physique d'ailleurs. Et je pense pas qu'il y ait de personnes qui réussissent à craquer ça. Je pense qu'il y a la discipline. À quel point tu arrives à avoir de la discipline tous les matins. Tu vois, Naval qui se réveille tous les matins pour faire son sport, c'est de la discipline. Et il y a aussi mettre les bons objectifs. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est que le chiffre d'affaires, c'est pas ouf. Peut-être que ton objectif, ça doit être le chiffre d'affaires et passer du temps avec ma famille. Toi, c'est quoi ton objectif c'est quoi la ligne d'arrivée du jeu vidéo, justement? Là, je pense qu'en termes de business, ça va être 1 million. C'est mon prochain objectif. Après, c'est sous quel horizon? Je pense que, voilà, peut-être pas 2023, mais 2024, je pense, j'espère. Donc ça, c'est un premier objectif. Avec la même forme? Toujours sur la forme solopreneur? Non, je pense que là, je vais commencer à... C'était exclu. Je vais commencer à déléguer un petit peu plus. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être, personnellement,
Moi, j'ai quand même cet objectif d'être physiquement un peu mieux. Tu vois, le postpartum, c'est un truc, c'est violent, quoi. Le postpartum, c'est violent, donc essayer de gérer ça. Et tu vois, je m'étais fixé comme objectif de partir 2 semaines par an avec ma famille, tu vois, mon mec et mon enfant. Et là, on est parti à la neige. Et il faut que je refasse 2 semaines, enfin 1 semaine cet été, quoi. Tu vois, c'est des petits objectifs, mais si tu te le priorises pas, ben, tu le fais pas, quoi. Et un week-end par trimestre et une activité par week-end. Après, le but, c'est pas de tout mesurer, mais quelque part, quand c'est dans tes objectifs, tu te dis, bon, bah, en fait, faut que je le fasse, quoi. Merci beaucoup, Nina. C'était top. Merci à toi. C'était incroyable. J'espère que ça a été. J'espère que nos auditeurs vont réussir Ils vont pas se moquer de nous. À trouver quelque chose de sensé dans ce que j'ai dit, parce que c'était... Non, je pense que tu as donné plein de valeurs et au contraire, tu partages ton aventure entrepreneuriale avec transparence. Tout à fait. Et je trouve que c'est important pour pousser d'autres. Et créer un espèce de cercle vertueux. Ouais, et puis surtout à se dire que en fait, les gens qui entreprennent et qui réussissent, entre guillemets, c'est des gens qui sont comme toi, en fait. C'est des gens qui ont les mêmes peurs, qui ont les mêmes angoisses, qui ont les mêmes trucs. Mais la seule différence, c'est qu'eux, ils font. En fait, ils passent à l'action, mais ils sont pas différents de toi, en fait. C'est juste les mêmes. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'ils se disent, bon, bah vas-y, en fait, j'essaye. Et oui, tu vas te foirer, oui, ça va être compliqué. Mais en fait, au final, si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Merci. Merci à toi.